one. Here we go. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans cet espace dédié aux conférences dans le cadre de cette édition Cyclo Bordeaux 2023. J'aurai le plaisir de vous accompagner comme hier tout au long de ces conférences qui seront au nombre de 3 aujourd'hui, 2 ce matin, une cet après-midi. La première avec laquelle nous allons commencer sera consacrée aux solutions pour adapter les usages et limiter l'impact du changement climatique sur la ressource en eau. Une conférence qui constituera en une suite de présentations et d'interventions à l'issue desquelles ou pendant lesquelles je vous inviterai à poser quelques questions directement à nos intervenants, à nos experts, selon les besoins de précision ou d'intervention qui vous seront suggérés par leur présentation. Je vous présente ces invités, ces experts sans plus tarder. Ils vont me rejoindre sur cette estrade. C'est Madame Manuela Brousset, qui est coordinatrice territoriale du bassin Charente à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Monsieur Ludovic Lucier, directeur de Sciences, Innovation, Méthode à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, Monsieur Romain Ozog, chef de projet gestion des étiages à l'EPTB Charente, Monsieur Bernard Leroy, chargé de mission gestion quantitative en étiage au SMEAG, et Madame Stéphanie Blancard, qui est adjointe du directeur de la délégation Poitou-Limousin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et pour des raisons que vous pouvez imaginer aujourd'hui, sera avec nous en visio. Ce sera plus pratique. Bonjour Madame Blancard, j'espère que vous nous entendez. Bonjour. Voilà, c'est parfait. Nous vous entendons également. Donc, comme vous le savez, vous interviendrez à plusieurs reprises dans cette table ronde. N'hésitez pas à nous faire signe ou à intervenir si vous souhaitiez participer à un moment, à un échange, ou si des questions, bien sûr, étaient plutôt ciblées ou fléchées à votre intention. Nous vous donnerons la parole, évidemment, comme pour les invités présents physiquement ce matin. Merci à vous pour avoir bien voulu préparer des interventions très précises, très synthétiques sur ce thème que nous avons déjà abordé, comme vous le savez peut-être, hier soir dans la dernière table ronde de la journée avec un certain nombre d'élus qui étaient au nombre de 8 ou 9 autour de la table, qui évidemment sont revenus sur un certain nombre de sujets, sont exprimés sur un certain nombre de sujets sur lesquels vous allez revenir ce matin. Sur les aspects un peu plus techniques, hier on avait eu des aspects un peu plus stratégiques et politiques pour ce qui concerne l'ensemble du bassin, ou des bassins qui concernent la région Nouvelle-Aquitaine. Mais sans plus tarder, je vais vous passer la parole dans un instant, après avoir rappelé que, évidemment, certains effets du changement climatique sont déjà observés dans différentes régions du globe. On en prévoit d'autres. Et puis, si des solutions existent, elles doivent prendre en compte les spécificités de chaque territoire, dont un grand nombre est impacté par les épisodes de sécheresse. Donc, nous verrons à travers vos témoignages et vos expertises comment les acteurs que vous représentez ont vécu l'épisode inédit de sécheresse de l'été 2022. Alors, je ne sais pas si on peut encore parler d'épisode inédit, sachant que ce qui se profile pourrait devenir une règle, en tout cas d'ici un certain terme. Il sera intéressant également de vous entendre quant à la manière, bien sûr, dont vous envisagez d'anticiper à plus long terme les changements annoncés ou déjà constatés. Alors, je vais vous proposer un premier tour de table pour faire connaissance et se mettre en jambe un petit peu avec le sujet, si vous permettez l'expression, pour vous demander de manière générale comment la sécheresse de 2022, justement, s'inscrit-elle dans le rapport, le contexte général et global du changement climatique. Madame Brousset, pour commencer, si vous le voulez bien, je vous laisse répondre à cette première question que je poserai de la même manière à vos voisins. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, le changement climatique, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le changement climatique, c'est pas demain en fait, c'est déjà aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'éléments, de paramètres qui montrent que les effets du changement climatique se font déjà sentir aujourd'hui. Par exemple, si on prend les chroniques de température depuis les années 60, on s'aperçoit qu'on a déjà une augmentation de température de 1 degré qui a été enregistrée. Et ces augmentations de température, elles vont continuer à augmenter, voire même ce phénomène risque de s'amplifier.
à horizon 2050, avec des augmentations de température qui sont modélisées entre plus 1,5 et plus 2,8 degrés à l'échelle du bassin Adour-Garonne, donc le grand sud-ouest de la France, avec des différences, des variabilités en fonction des saisons et un effet encore plus marqué sur la période d'été et d'automne. Un autre élément qui montre que les effets du changement climatique sont déjà réels, ça concerne les débits, l'évolution des débits. On a également mesuré, pareil, depuis à peu près les années 60, une baisse du débit minimum, du débit d'étiage, à peu près de 10% par décennie. Et ces débits d'étiage, c'est pareil, là encore, l'évolution est modélisée pour être à peu près du même ordre de grandeur, environ une baisse avec des variabilités géographiques entre moins 20 et moins 40% des débits d'étiage à horizon 2050. Alors pour parler sur l'année 2022, je vais vous donner trois indicateurs sur les conséquences de la sécheresse de 2022 à l'échelle du bassin Adour-Garonne. Le premier indicateur, c'est l'état des milieux aquatiques. Dans le cadre du réseau de suivi des écoulements à l'échelle du bassin Adour-Garonne, environ un tiers des cours d'eau ont été observés en ASEC au mois d'août 2022. Donc c'est un chiffre qui est absolument considérable. Le deuxième indicateur concerne l'eau potable. À l'échelle du bassin Adour-Garonne, environ 60 000 habitants ont subi des coupures ou des restrictions, des coupures d'alimentation en eau potable à cause des conditions de sécheresse rencontrées sur le territoire. Et le troisième indicateur concerne les restrictions d'usage qui ont été à des niveaux maximums sur l'année 2022 sur de très nombreux départements du bassin Adour-Garonne, avec des conséquences économiques notamment très importantes, en particulier pour l'usage agricole. Enfin, un dernier mot sur la caractérisation de 2022 et comment est-ce qu'elle s'inscrit par rapport au changement climatique et par rapport à 2050. Le déficit en eau qui a été mesuré en 2022, il correspond à peu près au déficit qui est modélisé pour 2050. Ça signifie que 2022 représente à peu près une année moyenne qu'on pourrait avoir dans les années 2050. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Et l'enjeu aujourd'hui pour les territoires, c'est de réussir à s'adapter à ces conséquences de sécheresse et à subir ces conséquences-là chaque année, plusieurs années de suite, sachant que par exemple en 2022, on avait les stocks qui étaient pleins, les barrages ou les nappes qui étaient pleines en début d'étiage, alors que potentiellement, si plusieurs années comme ça se succèdent, on pourrait arriver sur des années où les stocks, au départ, ce qui se profile un peu pour 2023 d'ailleurs, ne sont pas pleins. Donc voilà, l'enjeu vraiment, c'est de réussir à adapter à la fois les territoires et les usages à cette succession de sécheresses telle que 2022. Merci Madame Brousset, je vous laisse continuer. Monsieur l'huissier, si vous voulez bien, et vos diapos apparaîtront successivement dans l'ordre de vos interventions. Je vous laisse nous faire part de votre propre approche en la matière. Oui, bonjour à tous, merci. Je vais illustrer un peu ce qu'on a dit hier. C'est-à-dire hier, on a dit qu'il faut passer du global au local, du local au global. On a eu quelques indicateurs globaux là. Et je vais parler de la CACG. La CACG, c'est un opérateur. Et donc, on est dans le local, là, le très local. On est des faiseurs. Donc, vous avez une illustration de la zone d'intervention de l'entreprise. Notre métier, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans les cours d'eau. On a différents outils pour ça. On a des ouvrages qui nous permettent de stocker de l'eau et de réalimenter les rivières. Et c'est ce qu'on fait sur environ 90 ouvrages ou 80-90 ouvrages sur le territoire du Grand Sud-Ouest. Un petit peu, on travaille aussi un peu en Vendée. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dedans. Je veux juste insister sur le fait que voilà, on est des faiseurs, on est des opérateurs de la gestion de l'eau sur le territoire. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelques exemples très pratiques tirés de notre expérience de 2022 qui vont illustrer en effet qu'on est sur une année peut-être pas inédite parce qu'il y a des choses qu'on avait déjà observées par le passé. Mais ce qui est intéressant de noter en 2022, c'est qu'on a observé des indicateurs aux extrêmes à peu près partout sur les systèmes qu'on gère. On a eu des problèmes d'enneigement. C'est-à-dire que même si on a eu les retenues pleines, en effet, au printemps dernier, on s'est retrouvé avec un enneigement insuffisant et donc très rapidement un déficit peu de temps après, du manteau neigeux, des besoins qui
ont été très précoces parce que les températures ont monté très vite au printemps et combiné à des débits faibles du fait de ce manteau neigeux insuffisant, on s'est retrouvé à lancer des réalimentations des cours d'eau beaucoup plus tôt que d'habitude. Évidemment, je ne vous reparle pas des chaleurs estivales qui ont fait que la demande en eau a explosé l'année dernière. Et puis, comme un peu partout en France, on a constaté qu'on était mois après mois en dessous des normales habituelles sur la pluviométrie. Donc ce que vous voyez là sur ces graphiques, c'est deux indicateurs assez fondamentaux pour nous. Vous avez en haut le débit naturel estimé en montagne, qui est une ressource très importante pour nous parce que c'est via cette rivière Nest qu'on réalimente tout le Gers, via le canal de la Nest dont on pourrait parler longtemps, mais je ne m'y étends pas là. Et vous voyez que sur la période estivale là, qui est entourée au milieu de la diapo, on a tutoyé quasiment en permanence toute l'année les minima historiques. Ces minima historiques, c'est des minima qu'on atteint une fois, puis l'année d'après, puis etc. Là, toute l'année, on était sur les minima. C'est assez exceptionnel. Et vous voyez sur la deuxième diapo le niveau des stocks. Là, c'est des stocks globaux qu'on gère sur le sud-ouest, qui étaient quasiment pleins en début de campagne. On a commencé assez tôt à déstocker. On voit les premiers déstockages un peu plus tôt que d'habitude. Et surtout, en fin de campagne, on était à nouveau sur un minimum historique. Et je vous montrerai tout à l'heure d'autres exemples qui démontrent que cette année-là a été vraiment exceptionnelle et qu'on a dû tirer au maximum le potentiel de notre patrimoine. Merci beaucoup, Monsieur Lussier, pour ce panorama également pour le secteur et le périmètre qui vous intéresse. On va se transporter en Charente avec Monsieur Ozog. Donc vous êtes un observateur privilégié aussi puisque vous occupez, comme je le disais en introduction, de la gestion des étiages. Et je vous laisse nous faire l'inventaire des constats, principaux constats sur suite à l'été 2022. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc le constat est le même que ce qui vient d'être exposé sur le bassin de la Charente, avec la chance qu'on a eu en 2022 d'avoir le stock des barrages qui était plein suite à un étiage 2021 relativement humide, donc 100% de remplissage sur les deux barrages de soutien d'étiage du bassin de la Charente, qui sont situés tout à l'amont. Malgré tout, on a battu des records de précocité d'ouverture des barrages, puisqu'on a ouvert les barrages un mois plus tôt que d'habitude, le 19 mai, là où d'habitude on est plutôt sur la mi-juin et voire même début juillet sur certaines années. Et on a dû faire un soutien d'étiage jusqu'au début novembre. Et donc on est arrivé à un niveau de remplissage des barrages de 10% à la fin de l'étiage 2022, ce qui est relativement bas et ce qui est rarement atteint sur la Charente. Donc, grâce à ça, on a pu tenir les différents objectifs sur l'amont du bassin de la Charente. On a respecté le DOE, on a même respecté globalement des objectifs un peu plus élevés sur le bassin de la Charente sur notre point de gestion. Malgré tout, il y a tout le reste du bassin de la Charente, tous les affluents qui ne sont pas alimentés, et tout l'aval du bassin de la Charente, où la situation n'était pas du tout la même, où on a atteint des records, notamment sur le réseau Ronde, comme le disait Manuela tout à l'heure, et également aussi atteint des records de linéaires d'ASSEC. Les fédérations de pêche et les syndicats de bassin sur notre territoire font un suivi tous les 15 jours des linéaires d'ASSEC, et on a battu des records. Le 15 septembre, on avait 70% quasiment des linéaires suivis qui étaient en rupture d'écoulement ou en ASSEC. Et au niveau des objectifs, notamment l'objectif à l'estuaire, à Beillan, donc juste avant l'estuaire, où on a franchi durablement le DOE et où on a franchi également le dessert. Donc une situation qui s'est bien passée sur l'amont grâce au barrage qui était rempli à 100%, mais par contre le reste du bassin qui a fortement souffert, notamment les affluents et la Charente-Aval. Merci beaucoup. On continue avec cet état des lieux pour terminer avec Monsieur Leroy. Bernard Leroy, donc, qui s'occupe également de gestion d'étiage, mais là pour le coup pour le SMEAC, dont je vous laisserai dire deux mots pour ceux qui ne connaissent pas le territoire concerné. Et je vous laisse terminer ce premier tour d'horizon pour passer à une partie plus concrète. Après, nous verrons comment les territoires concernés se préparent en quelque sorte, comment se préparent-ils face à ce qui nous est annoncé et qui risque de se reproduire. Merci beaucoup. Donc le SMEAG, rapidement, c'est un syndicat mixte qui regroupe les 4 départements riverains du fleuve Garonne, entre l'Espagne jusqu'à la Gironde, et les 2 régions aussi riveraines du fleuve Garonne. Alors, sur cette petite carte, vous voyez apparaître simplement les grands enjeux du bassin. Donc c'est un bassin entre l'Espagne et Bordeaux, il y a 487 km.
Et la chance de ce fleuve, c'est d'être alimenté par deux massifs montagnards, donc les Pyrénées et les contreforts ouest du Massif central. Hein. Donc il a encore la chance d'être alimenté par la fonte d'un glacier, le glacier d'Anto, de la neige quand elle est là, quand elle est présente, la pluie et les nappes. Et quand il ne pleut pas, il faut savoir que c'est les nappes qui donnent 80% du débit que vous voyez arriver en amont de Bordeaux. Hein. Donc par rapport à l'horizon 2030, on envisage une baisse des débits entre 10 et 30%. De baisse des débits naturels et sera beaucoup plus importante en pied de massif. Alors 2002 a été une année exceptionnelle, hein, tout le monde l'a dit tout à l'heure et je confirme. Alors pour la Garonne, exceptionnelle parce qu'en 60 ans, on n'était quasiment jamais rentré en période de bas débit si tôt, c'est arrivé en juin. L'autre année, c'était 2006. Et on n'est jamais sorti aussi tard des périodes de bas débit, puisque encore il y a 3 semaines, on était encore en étiage. Hein. Et c'est un record aussi, comme pour les rivières de Gascogne, puisqu'il a manqué jusqu'à 50 mètres cubes par seconde à Bordeaux par rapport à des débits ordinaires. Hein. Voilà. Donc il faut savoir que dans les années 60, tous les hydrologues spécialistes des fleuves ne pensaient jamais qu'à Toulouse, il pouvait y avoir moins de 60 mètres cubes par seconde. 60 ans plus tard, on en est à 30 mètres cubes par seconde. Et on pense que dans les 30 ans qui viennent, on va encore perdre un quart des débits. Mais il y a des solutions hein, pour contrecarrer cette baisse de l'hydrologie naturelle due au changement climatique. Merci beaucoup, Monsieur Leroy. Alors, personne ne sera surpris hein, de partager ce constat que vous venez de nous proposer. La situation, on la connaît, on l'a vécue. Je pense qu'en tant qu'expert du sujet, acteur de l'eau ou particulier, on a tous vu les conséquences. On pourrait effectivement parler de toutes les conséquences annexes. Vous en avez évoqué un certain nombre tout à l'heure, Monsieur Lussier, mais je pensais aussi à tout ce qui est de nature évapotranspiration, etc., qui complique encore un petit peu plus l'équation. En tout cas, voilà pour le constat. Donc je vous propose maintenant, dans cette deuxième partie, d'en venir si ce n'est les solutions, en tout cas aux meilleures pratiques qui pourraient aider les territoires à comment dirais-je, mieux se présenter dans de meilleures dispositions par rapport à ce qui s'annonce. Donc, Madame Brousset, je vous repasse la parole pour nous dire en quoi les territoires sont prêts à subir ou pas les effets du changement climatique et comment le bassin s'organise aussi face à ces enjeux du changement climatique. Je vous laisse reprendre le micro. Pardon. Ah, pardonnez-moi, oui, effectivement, Madame Blancard, je vous ai oublié, mais voilà, le fait que nous ayons un écran partagé entre les diaporamas et votre image. Voilà. Mais pardonnez-moi, mais c'est à vous, effectivement, de nous faire part également de l'état des lieux, bien sûr, pour ce qui concerne votre propre bassin. Et on se retrouve un peu plus au nord, mais je vous laisse nous en dire quelques mots également. Merci, bonjour à tous. Oui, mon témoignage va largement, je pense, répondre aussi au témoignage précédent. Hein. Donc, vous avez sur la diapositive hein, l'image du territoire hein, du bassin Loire-Bretagne, donc qui va de la source de la Loire et de l'Allier jusqu'à la pointe du Finistère, donc qui concerne 8 régions, dont la région Nouvelle-Aquitaine. On a à peu près 30% de la région Nouvelle-Aquitaine sur le bassin Loire-Bretagne. C'est un territoire qui est avec une empreinte rurale qui est assez forte et des activités agricoles abondantes. Il y a un littoral important, puisqu'on a plus de 6600 kilomètres de littoral. Donc, ce sont des caractéristiques qui expliquent que ce territoire aussi, hein, l'impact du changement climatique est très prégnant et il a été encore plus cet été 2022. Donc, on a des enjeux assez importants en termes de sécurisation de l'alimentation en eau potable et des enjeux importants en termes de besoins d'eau pour répondre à l'ensemble des activités. Donc, c'est un peu le même constat hein, que ce qui a été exposé dans les autres bassins. Quand on regarde sur le très long terme, parce qu'on a toujours tendance à regarder sur le long terme ces impacts du changement climatique, sachant qu'il est déjà présent. Donc, quand on regarde sur le long terme, on a effectivement cette augmentation de température qui va avoir indéniablement un impact hein, sur le débit des moyens des cours d'eau, puisqu'on a des projections, quand on regarde Explore 2070, qui montrent des baisses qui peuvent aller jusqu'à moins 40% des débits moyens, du fait d'une évaporation assez importante, de sols qui sont très secs. Et on a aussi une complexité associée à des événements qui vont être assez extrêmes en termes de pluie sur le territoire.
Donc effectivement, même si on peut avoir une quantité d'eau qui va être identique d'une année sur une autre, comme la répartition va être très différente selon le territoire et plus ou moins importante à des moments particuliers, on va avoir des difficultés de recharger les nappes, hein, ce qui a été également dit sur les autres bassins. Donc on peut avoir des réductions de ces nappes d'auteur de 20 à moins 40%. Donc des enjeux qui sont assez prégnants sur le long terme. Et je partage complètement. On voit effectivement sur le long terme, mais aujourd'hui, les conséquences sont là. On l'a vu finalement avec l'été 2022. Je vous ai mis du coup sur cette diapositive des exemples de ce qui s'est passé sur le bassin Loire-Bretagne et qui préfigure peut-être des prochains étés qui vont être aussi extrêmes. Donc nous, on a eu sur notre territoire à la fois des inondations, en même temps que l'on avait des incendies sur quasiment les mêmes territoires pendant la période de l'été. On a eu des records de température, puisqu'on a atteint quasiment des 40 degrés sur notre territoire en plein mois de juillet. Vous avez une petite photo de la Loire où, en période de plein mois d'été, on pouvait quasiment traverser à pied la Loire, donc avec des niveaux qui étaient extrêmement bas. L'intégralité de notre territoire s'est retrouvée avec des arrêtés sécheresse extrêmement importants, voire d'extrême sécheresse, notamment sur les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et on a eu énormément d'enjeux en termes de sécurisation de l'alimentation en eau potable, avec des mesures exceptionnelles à la fois du citernage et de la distribution d'eau en bouteille dans pas mal de collectivités. Donc effectivement, le changement climatique est bien présent. On regarde souvent sur le long terme, mais c'est aujourd'hui. Se pose d'ailleurs la question dès à présent de l'été 2023, comment ça va se préfigurer, sachant qu'on subit encore l'étiage important que l'on a eu pendant l'été 2022 et qui perdure, et on a déjà des vigilances assez importantes sur la réserve des nappes, avec un hiver qui reste encore sec. Donc même constat de cette prégnance du changement climatique sur le bassin Loire-Bretagne, sachant que très rapidement on s'est mobilisé et on aura l'occasion de reparler au prochain tour de table. A été fait Tout à fait. Juste une question complémentaire au passage. Alors merci Madame Blancard, vous nous avez démontré qu'évidemment, comme nous le savons maintenant, quelle que soit la latitude, c'est pas la latitude qui va faire qu'un bassin sera plus épargné qu'un autre. On le voit bien. Je pense que ces photos de la Loire sont illustrent bien ce phénomène. Juste une petite question par rapport au bassin Adour-Garonne. Est-ce qu'il y a des spécificités particulières qui caractérisent votre bassin par rapport à d'autres et par rapport à Adour-Garonne en particulier? Alors, la caractéristique de notre bassin, c'est qu'effectivement, on a ce que je disais par rapport à ces enjeux de sécurisation de l'alimentation d'eau potable qui est assez prégnant, puisqu'on a énormément de maillage en termes de collectivité. Et je pense que ce qui a été vraiment criant cet été 2022, c'est ces problématiques de sécurisation de l'alimentation en eau potable, qui finalement est une thématique qui est réapparue complètement prégnante et importante cet été, avec ces besoins. C'est comme je vous disais, il y a 1,8 million d'habitants, on est 13 millions pour indiquer un peu le nombre d'habitants sur le bassin Loire-Bretagne. Et c'est cet enjeu qui finalement a beaucoup fait réagir. Et il faut aussi regarder le côté effectivement opportunité de cet enjeu, c'est que ça a vraiment fait réagir, notamment par rapport aux solutions qui vont être discutées par la suite en termes de sobriété de l'eau. Donc c'est vraiment une des caractéristiques. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Donc Madame Brousset, c'est à vous cette fois. Et Madame Blancard, bien sûr, vous réinterviendrez tout à l'heure et je vous ferai signe en temps utile, c'est promis. Oui, alors je voulais vous refaire un petit historique de l'aménagement des bassins versants, parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête pour comprendre le fonctionnement du cycle de l'eau. Depuis les années 50 à peu près, l'objectif sur les bassins versants, c'était de produire, et donc c'était d'évacuer l'eau le plus rapidement possible des territoires. Donc il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été mis en place, des arrachages de haies, le drainage de parcelles, des travaux aussi sur les cours d'eau pour mettre les cours d'eau tout droit, les agrandir, les approfondir pour évacuer l'eau le plus rapidement possible. Et donc l'ensemble de ces aménagements ont conduit à ce que les bassins versants justement évacuent l'eau le plus rapidement possible
qu'il n'y ait la goutte d'eau qui tombe lors d'une précipitation, elle ruisselle très rapidement jusqu'au cours d'eau parce qu'elle est plus stoppée par des éléments, par exemple des haies ou des choses comme ça. Et donc elle arrive le plus rapidement possible au cours d'eau. Le cours d'eau l'évacue le plus vite possible, parfois même en faisant des inondations s'il y a des villages en aval. Et donc cette goutte d'eau n'a plus le temps de s'infiltrer pour recharger les stocks à la fois dans les sols, dans les zones humides ou dans les nappes. Donc ça, c'est un constat qui est assez généralisé sur le bassin Adour-Garonne. Ce qu'il faut avoir en tête aussi par rapport à ça, c'est par rapport à ces aménagements de bassins versants, si on ajoute sur ces aménagements les effets du changement climatique, donc on l'a vu tout à l'heure, donc augmentation des températures. Sur le bassin Adour-Garonne également, les modèles montrent qu'il risque d'y avoir moins de pluie en été. Donc ça veut dire qu'en été, au printemps et en été, la végétation, qu'elle soit cultivée ou non, aura besoin de plus d'eau. Donc d'une manière ou d'une autre, l'enjeu qui se présente à nous sur les territoires, ça va être de retenir l'eau pour répondre à ce besoin en eau des plantes qui va augmenter. Et on voit bien avec l'aménagement tel qu'il a été conçu, tel qu'il est aujourd'hui, voilà, l'eau est évacuée le plus rapidement possible. Donc sur le bassin Adour-Garonne, comment est-ce que les acteurs se sont emparés un petit peu de ces enjeux-là et quel type de réponse ils ont apporté? Il y a eu le plan d'adaptation au changement climatique du bassin Adour-Garonne qui a été validé en 2018 et qui identifie tout un panel d'actions, de mesures pour répondre à ces enjeux-là. Un des maîtres mots, c'est de dire c'est pas simplement en faisant des ajustements de nos comportements qu'on réussira à s'adapter au changement climatique sur nos territoires. Il faut vraiment qu'on fasse des transformations majeures. Et ces transformations majeures, dans le plan d'adaptation au changement climatique, elles reposent sur 3 grandes catégories de mesures. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les mesures douces, dites immatérielles. Donc là, en rose sur le graphique. Donc c'est tout ce qui concerne la gouvernance, les améliorations de connaissances, en particulier sur les eaux souterraines. Donc tout ce qui est planification et également changement de pratique. Ça, c'est un point qui est très très important, un des leviers fondamentaux aussi pour réussir cette adaptation au changement climatique. La deuxième catégorie de mesures, ce sont les solutions dites vertes, les solutions fondées sur la nature. Donc là, on pense bien évidemment à l'aménagement des cours d'eau, aux zones humides, tout ce qui est agroécologie également, couverture des sols rentre dans ces solutions-là. Ces solutions, elles ont un triple intérêt, c'est que donc elles permettent d'adapter les territoires au changement climatique. Elles permettent également l'atténuation du changement climatique, notamment avec tout ce qui est captation du carbone dans les sols, et elles permettent également de préserver la biodiversité. La troisième catégorie de mesures qui est présente dans le plan d'adaptation au changement climatique, ce sont les mesures dites grises qui reposent sur les infrastructures et les technologies. En 2022, les acteurs du territoire, dont les EPTB notamment, ont décliné de manière opérationnelle ces grandes mesures dans des feuilles de route pour identifier pour chacun des grands bassins versants les actions à conduire à court terme, à moyen terme et à long terme pour justement s'adapter, donc adapter à la fois les territoires et les usages au changement climatique. L'avantage de ces feuilles de route, c'est qu'elles permettent justement d'avoir cette vision à la fois court terme et long terme, puisque, on l'a dit depuis tout à l'heure, le changement climatique, voilà, c'est aujourd'hui, il va s'accentuer, il va s'accélérer, mais c'est dès aujourd'hui qu'il faut mettre en place les actions pour préparer l'avenir. Donc ces feuilles de route en fait, constituent des véritables programmes d'investissement. À l'échelle du bassin Adour-Garonne, il y a environ 120 millions d'euros qui sont prévus en 2023-2024 pour répondre à ces feuilles de route. Et pour vous donner quelques exemples un petit peu concrets d'actions qui sont inscrites dans ces feuilles de route, donc il y a des actions qui sont plutôt de type investissement, avec par exemple la réutilisation des eaux usées traitées, un sujet qui est très important. Il y a un certain nombre de projets sur le bassin Adour-Garonne qui émergent, qui sont à l'étude. Donc on pense notamment à Mont-de-Marsan, Royan qui travaillent sur ces sujets-là. J'en profite pour faire une petite incise promotionnelle pour indiquer à nos participants que ce sera le thème de notre prochaine table ronde. Hein. Tout à fait. D'autres types d'investissements, notamment des expérimentations, par exemple sur la Charente, dont Romain nous parlera tout à l'heure, pour essayer de ralentir la vidange du karst, donc une ressource souterraine d'eau.
un certain nombre aussi d'actions d'évolution de pratiques, d'émergence de nouvelles filières. Je pense notamment à la filière du chanvre qui est en train de se mettre en place de manière très active sur la Nouvelle-Aquitaine. Et bien évidemment, les programmes, les PTGE, projets de territoire pour la gestion de l'eau, qui identifient l'ensemble des actions à l'échelle de petits bassins versants. Donc des programmes concertés qui identifient toutes les actions à mettre en place pour rétablir les équilibres quantitatifs sur les bassins. Juste pour notre gouverne, quand vous parlez d'accompagnement de la transition agroécologique et sylvicole, vous incluez tout ce qui concerne l'agroforesterie, par exemple, avec les replantages de haies, choses comme ça? Tout à fait, oui, ça en fait partie. Complètement, ça rentre complètement là-dedans, ouais, tout à fait. Et dans la transition agroécologique, il y a effectivement tout ce qui est couverture des sols au sens large. Couverture permanente des sols, notamment, fait, surtout cette notion-là, d'accord. Tout à fait, ouais. Voilà. Et aussi, donc, un point qui est très important pour le bassin Adour-Garonne et qui sera largement aussi évoqué tout à l'heure, c'est le soutien d'étiage, avec la mise en place de la récupération des coûts du soutien d'étiage pour pérenniser ce soutien d'étiage qui est fondamental pour un certain nombre de cours d'eau du bassin versant. Et bien évidemment, je ne reviens pas dessus, mais les solutions fondées sur la nature pour tout le territoire qui en aura bien besoin. Merci beaucoup, Madame Brousset. Monsieur L'Huissier, je vous repasse la parole pour nous faire part de votre approche, en tout cas sur le territoire qui vous concerne au quotidien. Peut-être en repartant aussi des effets de la sécheresse de 2022 pour voir de où nous partons et où nous allons finalement. Oui, je vais vous parler à nouveau de local et de pragmatisme. Et puis, je viendrai plus tard sur l'illustration de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire comment on passe à l'anticipation pour le futur. Mais on a des choses à gérer dès à présent. Et ce que je veux vous présenter, c'est les travaux que nous, on mène quand on est confronté à ces problématiques de sécheresse. Ce n'est pas la première année qu'on a à faire face à des sécheresses, c'est tous les ans. Cette année, c'était un peu plus difficile, c'était un peu plus largement réparti sur tous les systèmes que l'on gère, mais on sait le faire. Et donc, nous, les réponses qu'on apporte sont des réponses, 1, de pragmatisme, 2, de développement de la connaissance de l'état de nos systèmes, et 3, de dialogue. Ce sont trois piliers importants de la gestion. Et je vais les illustrer. Le pragmatisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous ai parlé tout à l'heure de 80-90 ouvrages. Ça veut dire qu'on travaille sur un territoire assez vaste et assez diversifié. Et finalement, les réponses qu'on apporte, elles sont très différentes d'un territoire à l'autre. On a eu des bassins versants dans lesquels le choix concerté, puisqu'on est toujours dans ce contexte de la concertation, a été fait de dire on va utiliser les ressources tant qu'on les a, et puis quand on n'en aura plus, on subira ce qu'on a constaté sur un tiers donc des cours d'eau, c'est-à-dire des assecs. Et puis à d'autres endroits, on a dit non, on a des ressources, on va essayer de les faire durer au maximum, mais pour ça, il va falloir qu'on fasse des efforts tous ensemble pour réduire finalement les objectifs. Vous avez parlé, Romain, d'objectifs cibles. Eh bien, et les préleveurs et finalement les représentants de l'État, du monde environnemental ont fait des efforts. On le voit sur la courbe là que vous avez à droite. Avec une première période où en noir vous avez les lâchers d'eau depuis les stocks d'ouvrages. Pardonnez-moi, puisque je ne suis pas certain qu'on puisse voir la légende depuis le fond de la salle. Est-ce que vous pourriez nous commenter la légende ? Ça sera plus simple. C'est ça. Je pense. Donc la courbe noire qui fait une bosse en haut, c'est la courbe des lâchers d'eau dans les cours d'eau. Donc vous voyez qu'il y a une grosse période. Alors, on voit la période printanière en début de saison où on a commencé les lâchers un peu plus tôt. Et puis ensuite la période estivale avec des lâchers très très importants. Et puis une dernière période qui est la période post-été et automne et jusqu'à très tard dans l'hiver où on a continué de lâcher de l'eau parce qu'on en avait gardé un petit peu pour finalement faire les débits de la rivière. Les débits des rivières, c'est ce que vous avez en vert, avec un objectif qui est matérialisé par les courbes rouges. C'est-à-dire que vous voyez qu'en début de saison, sur la première partie, on a un objectif qui est un peu au-dessus de 5, et on fait en sorte, avec les stocks qu'on a, de tenir cet objectif-là. Et puis, un peu plus tard, on se dit, finalement, si on veut durer, il faut peut-être qu'on accepte d'avoir des débits plus faibles dans les rivières. Et là, on s'est basé sur la courbe en pointillé rouge en dessous, où on est plutôt autour de 3. Et ça illustre vraiment ce pragmatisme et cette idée que, en fonction des besoins, en fonction des circonstances, en fonction de ce qu'on a à disposition,
on va s'adapter au fil de la campagne pour essayer de durer le plus longtemps possible, en espérant ce qu'on voit tout à droite de la courbe, c'est-à-dire Un rechargement. de la pluie. Donc là, on a eu un peu de pluie, mais ça a été un petit peu l'effet feu de paille. On va en reparler. Et encore faut-il qu'elle n'arrive pas trop trop vite et trop fort, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et donc, vous voyez, sur l'autre carte, en fait, on a une vue d'un peu tous les systèmes que nous gérons, et on voit la coloration au fil de l'été entre le vert et le rouge, comment chaque bassin, finalement, a été mis en mesure de restriction, en mesure d'adaptation face aux phénomènes de sécheresse qui ont été constatés. Et on a vu que certains bassins en rouge très très vite dans la saison, on peut être comparé avec d'autres bassins qui ont duré un peu plus longtemps, avec une généralisation du rouge sur la fin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Cette année, on a atteint les limites un peu partout. On va se projeter un peu sur 2023. Oui, tout à fait. Et toujours avec cette idée qu'il va falloir qu'on soit pragmatique, il va falloir qu'on connaisse bien l'état de nos systèmes, et il va falloir qu'on continue de dialoguer. Je ne l'ai pas dit, mais mes collègues qui sont derrière les vannes ont passé en 2022 2 ou 3 fois plus de temps en réunion avec les acteurs de l'eau, avec les services de l'État, avec les préleveurs, les usagers. Pour se coordonner. On dit merci et la visio d'ailleurs, parce que ils se sont vraiment physiquement épuisés à passer tout ce temps en discussion. C'est nécessaire, c'est indispensable, mais ça doit nous questionner pour l'avenir sur comment on fait pour passer tout ce temps à discuter ensemble, à prendre les bonnes décisions. On aura besoin de ça de plus en plus. Il faut qu'on trouve les moyens. On en parlera peut-être tout à l'heure sur la récupération des coûts. Il faut mobiliser ces gens, non seulement nous, mais aussi tous ceux qui sont sur le terrain, parce que c'est toujours les mêmes après qui viennent en réunion. Et donc c'est assez lourd. Là, on voit 2023, et à nouveau, on illustre le fait qu'on est un peu partout en tension. C'est les mêmes courbes d'indicateurs. Donc c'est la courbe du haut, c'est la suite de la courbe précédente que je vous ai montrée en introduction sur le débit en montagne de la rivière Nest. On est toujours sur des minimums historiques. Et on a eu quelques pluies là, donc on a des soubresauts de temps en temps, mais on ne voit pas comment on va pouvoir retrouver des niveaux de débit satisfaisants, d'autant que la neige a commencé à fondre. Et finalement, ce qu'on a habituellement au printemps qui permet, on voit la bosse là, de printemps, on ne sait pas bien comment ça va se passer encore. Sur la partie, le graphique du milieu, ce sont des stocks d'eau qu'on peut mobilisés en haute montagne qui sont opérés par des producteurs hydroélectriques. Donc peut-être Bernard parlera aussi de cette problématique tout à l'heure. Donc on a la possibilité de prendre de l'eau sur donc c'est à peu près 50 millions de mètres cubes. Et cette année, vous voyez, on était plein et on a fini vide. Et ça, c'est assez rare. C'est-à-dire qu'en général, il reste quand même un petit peu d'eau dans ces barrages-là. Et puis, on peut reconstituer le stock de façon un peu sereine. Là, on part du fond et la reconstitution des stocks n'est pas du tout garantie. On le voit d'ailleurs, alors sur la courbe d'à côté, ce n'est pas les stocks de haute montagne, mais ce sont les stocks de Piémont, où on est en train de reconstituer les volumes. On est aujourd'hui, on voit la courbe bleue là au milieu de ces courbes statistiques à des niveaux qui font qu'on estime qu'on a moins d'une chance sur 2 de réussir à remplir ces ouvrages d'ici le début de la campagne. Donc voilà, on est toujours dans ces difficultés, mais ça illustre le fait qu'il faut qu'on soit à nouveau pragmatique, il faut qu'on regarde précisément sur chacun des territoires comment les choses se passent, qu'on continue le dialogue. Aujourd'hui, on commence à faire les réunions de concertation pour la prochaine saison, quelques jours, quelques semaines parfois après avoir fini les réunions de retour d'expérience de l'année dernière. D'habitude, on souffle, les collègues y prennent un peu de congé. Cette année, c'est pas possible. On est déjà en train de gérer la saison 2023. Et donc, on développe aussi cette connaissance, ces outils-là de connaissance de l'état du système. J'en reparlerai tout à l'heure, mais pour nous, c'est très important de pouvoir partager cet état des lieux, de façon à ce que lorsqu'on se rencontre, on puisse non pas remettre en question de c'est sec, c'est pas sec, il pleut pas, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quelle décision intelligente on peut prendre tous ensemble ? On en reparlera, je pense, un oui, petit peu. tout à fait. Merci, Monsieur Lussier. En tout cas, comme je proposais tout à l'heure, je profite pour saluer celles et ceux qui nous ont rejoints depuis le début de cette table ronde pour leur rappeler que je vous proposerai un temps d'échange qui suivra les principales présentations. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à stocker, si je puis dire, les questions qui
qui pourrait intéresser nos intervenants. Monsieur Ozog, je vous laisse continuer ce tour d'horizon pour une présentation de votre propre feuille de route en matière de gestion quantitative, et puis avec toutes les particularités qu'elle comporte. Je crois que notamment vous faites une belle place aussi aux solutions fondées sur la nature, et vous en profiterez pour nous dire au passage, pour nous présenter le projet que vous avez pour la Charente à plus long terme. Oui, c'est ça. Donc là, une présentation un petit peu des outils de planification qui existent sur le bassin de la Charente pour se préparer au changement climatique. Donc on a d'un côté Charente 2050 qu'on a lancé en 2019, qui est vraiment une démarche d'adaptation à moyen long terme. Le but, c'est d'arriver sur un plan d'adaptation à l'horizon 2050 spécifique au bassin de la Charente. Ça constitue vraiment un outil de sensibilisation des acteurs du bassin, puisque ça a permis de réunir un grand nombre d'acteurs du bassin avec lesquels on n'avait pas forcément l'habitude de travailler, notamment je pense aux acteurs du tourisme, qui sont en Charente-Maritime un acteur important, parce que les incontournable aujourd'hui. Incontournable, oui, tout à fait. La demande en eau potable augmente très fortement sur le bassin sur la Charente-Maritime en été. Avec un fort impact saisonnier, voilà. Qui vous met une pression particulière. Tout à fait, notamment pour les producteurs d'eau potable qui doivent assurer l'eau potable, y compris pour les résidents à l'année, comme pour les touristes. Donc c'est un point important, on a pu les mettre dans la démarche. Et ça constitue vraiment un guide qui doit être intégré dans les différents programmes opérationnels. Donc je vais revenir dessus. Et à côté de ça, on a la feuille de route, donc Manuela en parlait tout à l'heure, qui pour le coup est un outil complémentaire à Charente 2050, mais avec un pas de temps qui est un peu différent, puisqu'on est sur un programme d'action plus opérationnel à court et moyen terme. Et donc sur le bassin de la Charente, ces deux démarches sont arrivées en parallèle. Donc on s'est servi de Charente 2050 pour construire la feuille de route. Et c'est vraiment une déclinaison opérationnelle de Charente 2050 sur le volet quantitatif, avec comme objectif donc d'adapter le bassin de la Charente au changement climatique. Et comme le disait Manuel tout à l'heure, c'est dès aujourd'hui qu'il faut s'attaquer à mettre en place des actions. Même si on parle de Charente 2050, c'est dès aujourd'hui qu'il faut commencer. Sur Charente 2050, donc pourquoi le PTB s'est engagé dans cette démarche? Le but, c'était vraiment d'avoir une vision transversale des enjeux pour anticiper les impacts du changement climatique sur la ressource en eau. Donc on n'est pas parti sur une démarche de modélisation. On s'est dit qu'on avait suffisamment d'éléments, alors peut-être pas spécifiques à l'échelle du bassin de la Charente, mais qu'on avait suffisamment de bibliographie pour avoir des chiffres sur le bassin de la Charente. Donc on est parti sur une démarche vraiment de co-construction, de concertation avec les acteurs du bassin. Le but aussi de se placer à 2050, c'était d'ouvrir le champ des possibles, de se placer à un horizon lointain pour pouvoir imaginer des choses qui sortent des sentiers battus. Et puisqu'aujourd'hui, on peut, quand on est sur des programmes opérationnels, on est souvent confronté aux contraintes réglementaires, aux contraintes techniques. Là, le but, c'était d'essayer, avec les acteurs, d'imaginer des choses qui sont peut-être aujourd'hui pas possibles, aussi bien techniquement que financièrement ou que réglementairement. Donc l'avantage de se placer à 30 ans, c'est qu'on peut s'affranchir de ces choses-là, même si c'est un exercice qui est assez compliqué. Et les acteurs ont eu du mal quand même à imaginer des choses qui sortent vraiment de ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'idée aussi donc, de Charente 2050, c'est vraiment, comme je disais, de se préparer collectivement. C'est que l'ensemble du bassin de la Charente, que l'ensemble des acteurs prennent conscience des impacts du changement climatique et que se préparent collectivement dans le but donc, que Charente 2050 nourrisse les politiques publiques et les différents plans d'action des acteurs du bassin. Donc, pour ce faire, on a eu différents temps d'échange. On a eu 4 séries d'ateliers thématiques et géographiques tout au long de la démarche qui ont réuni à chaque fois une centaine de participants de tous horizons confondus. Et on a eu 5 comités de suivi. Donc les comités de suivi, c'était plutôt des instances de présentation des résultats qui réunissaient aussi 100-120 personnes à chaque fois, qui ont permis donc aussi de sensibiliser et de communiquer sur notre travail et sur le plan d'adaptation, avec toujours cette idée que Charente 2050 devait émaner des acteurs du territoire. C'était vraiment eux qui le construisaient, ces pistes d'adaptation, et que ce n'était pas un travail de bureau fait individuellement. Alors, au bout de 3-4 ans de travail, on a abouti du coup à un plan d'adaptation au changement climatique du bassin de la Charente, donc avec 9 axes de travail, 41 pistes d'adaptation, avec toujours cette idée que c'est les programmes opérationnels qui devront prioriser, puisque dans le plan d'adaptation, il n'y a pas de priorité. L'idée, c'était de dire que
toutes les pistes d'adaptation doivent être mises en œuvre si on veut réussir l'adaptation au changement climatique. Il n'y en a pas une plus importante que l'autre, en tout cas. Il faut toutes les étudier et ça sera au programme opérationnel de faire ce travail de priorisation. Et donc même les mesures les plus difficiles doivent être mises en œuvre, en tout cas réfléchies dès maintenant pour réussir l'adaptation au changement climatique. Et donc on aboutit donc à 9 axes de travail. Donc on va retrouver des choses sur la gouvernance, sur les solidarités, améliorer la solidarité technique, financière au sein du bassin de la Charente. On va avoir des choses sur l'urbanisme, mettre l'eau au cœur des politiques d'aménagement du territoire, puisque souvent on travaille souvent en silo. Et donc le but c'est vraiment que l'eau soit mise au cœur de tout en fait, et que dans les instances d'urbanisme, l'eau soit un point important. On a l'aspect démultiplier les moyens dédiés à la restauration des milieux, donc c'est notamment l'aspect solutions fondées sur la nature. Alors dans le plan d'adaptation, il n'est pas forcément priorisé, on verra que dans la feuille de route après, par contre on a mis des priorités. On a un axe 4 qui va être sur la mutation agricole, puisque le bassin de la Charente est un bassin fortement agricole, et donc on ne peut pas faire sans la profession agricole pour s'adapter au changement climatique. Un axe 5 qui va être plutôt sur les économies d'eau potable, les eaux domestiques. Un axe 6 qui va être sur le partage de la ressource. Un axe 7 qui va être sur la mobilisation de ressources nouvelles, entre guillemets, donc on en reparlera aussi dans la feuille de route, c'est ce que disait tout à l'heure Manuela, sur la mobilisation du CARS de la Rochefoucauld, donc je viendrai un peu plus en détail là-dessus. Un axe 8 sur la protection du littoral et des risques de submersion. Et enfin, l'axe 9, dont je parlais tout à l'heure, soutenir la mutation du tourisme et sensibiliser le tourisme pour ne pas arriver justement à des quotas ou des restrictions trop importantes pour ces acteurs-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, Charente 2050, une vision à long terme, un guide à moyen long terme, et on a cette déclinaison opérationnelle qui est la feuille de route, qui était une demande du comité de bassin Adour-Garonne, qui comportait normalement dans la demande initiale 5 axes. Les élus de la Charente ont fait le choix, en particulier, d'ajouter un nouvel axe, qui est un axe fondé sur les solutions fondées sur la nature, et donc de le mettre celui-là en axe prioritaire. C'est l'axe 1 de la feuille de route du bassin de la Charente, de favoriser les solutions fondées sur la nature. Donc dans la feuille de route, on a 38 fiches actions. C'est un programme opérationnel à 5 ans. Comme pour Charente 2050, aucune action ne peut être faite isolément. Il faut engager l'ensemble des actions pour avoir un impact sur le bassin de la Charente. Et donc, si on rentre un peu plus dans le détail, voilà, vous avez les 6 axes du coup de la feuille de route. Et donc le premier axe, c'est favoriser le stockage naturel sur les bassins versants. Un deuxième axe qui va être sur toutes les démarches PTGE, donc poursuivre les démarches qui sont déjà engagées et en engager des nouvelles si besoin. Un axe 3 sur les économies d'eau. Un axe 4 sur plutôt le volet agricole. Un axe 5 plutôt sur la réduction sur la gestion de crise sécheresse. Un axe 6 où je reviendrai aussi, sécuriser le soutien d'étiage. Si on regarde un peu plus dans le détail, donc l'axe 1, favoriser le stockage naturel sur les bassins versants, c'est vraiment l'axe qui a été mis en priorité sur la feuille de route du bassin de la Charente, où on va retrouver tout ce qui est restaurer les fonctionnalités naturelles des hydrosystèmes, donc zones humides et cours d'eau, puisque comme l'a dit Manuela au début, le bassin de la Charente notamment a été fortement rectifié au cours des années, il y a 50, 60, 70 ans. Tout est fait pour que l'eau s'évacue très rapidement, ça marche très bien. Donc on évacue très bien, on a eu des pluies au mois de mars, c'est très bien, mais si on n'a pas d'autres pluies au printemps, le bassin va se vidanger très rapidement et on se retrouvera à l'été dans une situation délicate. Donc il faut vraiment réussir à garder cette eau de manière naturelle, donc favoriser l'infiltration dans les nappes et favoriser le maintien de cette eau sur les versants. On travaille aussi à la mobilisation des zones d'expansion de crues, notamment sur le fleuve Charente, pour d'un côté limiter les impacts des inondations, mais également pour favoriser le soutien d'étiage. Et donc, toujours pareil, pour favoriser la recharge des nappes. Un objectif ambitieux qui n'a pas forcément été inscrit dans le marbre sur le bassin de la Charente, mais que les élus ont voulu défendre, c'est que si on restaure 3000 hectares de zones humides, ce qui est très ambitieux à l'horizon 2050, on pourrait avoir un gain de 30 millions de mètres cubes sur le bassin de la Charente. Pour rappeler les chiffres, déficit moyen aujourd'hui sur le bassin de la Charente, c'est 20 millions de mètres cubes. Le déficit moyen à l'horizon 2050, ça sera 50 millions de mètres cubes. 2022, on était déjà à 50 millions de mètres cubes. Donc 2022 devient la norme en 2050. Nouvelle référence, en quelque voilà. sorte. Oui. Et le déficit, on a les quinquennales sèches,
à l'horizon 2050, ça sera 100 millions de mètres cubes. Donc c'est pour donner un petit ratio de même si on restaure beaucoup de zones humides, on n'est pas encore arrivé à l'objectif. Alors juste une petite parenthèse là-dessus, puisque c'est un sujet sur lequel nous avons échangé hier dans le cadre de la table ronde institutionnelle par rapport aux objectifs notamment du bassin d'Our-Garonne en matière de restauration des zones humides. Juste pour rappeler qu'on est en train de parler essentiellement de gestion quantitative de la ressource en eau par rapport au thème de notre table ronde, mais tout ceci est sans parler, et nous n'entrerons pas dans les détails aujourd'hui, de la gestion qualitative avec tous les problèmes associés, que ce soit en matière physico-chimique, bactériologique ou même en matière de température. D'où la place très importante, comme ça a été rappelé hier, des zones humides. J'imagine que ce sera la même chose sur votre propre réseau hydrographique, Monsieur Leroy. Je vous laisse peut-être en dire 2 mots. Non, tout à fait. C'est vrai que là, on parle d'un aspect quantitatif. Après, il y a tout l'intérêt de restaurer les zones. Les zones fonctions humides. épuratives, etc. Pour l'aspect qualitatif, le bassin de la Charente a aussi des problèmes qualitatifs. Et donc, mettre en place, restaurer ces zones humides aura un impact sur la qualité, aura un impact également sur la biodiversité. On en parle souvent, on en parle moins. On parle de la ressource en eau, quantité, qualité, mais il y a aussi un impact sur la biodiversité qui n'est pas négligeable et qu'il faut prendre en compte. Donc, l'intérêt des fonctionnalités naturelles des hydrosystèmes, c'est qu'on impacte l'ensemble des thématiques de l'eau, quantité, qualité, biodiversité. C'est vraiment multifonctionnel dans le bon sens du terme, avec beaucoup d'atouts connexes à la seule gestion quantitative. C'est ça, et donc c'est pour ça que les élus du bassin de la Charente ont vraiment fait le choix de mettre cet axe-là en axe prioritaire de la feuille de route. Malgré tout, comme j'ai dit au début, il faut qu'on intervienne sur l'ensemble des solutions qui sont envisageables à l'échelle du bassin de la Charente, y compris des solutions de rupture. Donc, dans le cadre de Charente 2050, on a parlé de choses qui aujourd'hui sont presque inenvisageables. On a parlé de dessalement de l'eau de mer. Donc c'est des choses sur lesquelles les acteurs ne sont pas forcément prêts à aller. Mais au vu des chiffres du déficit, c'est peut-être des choses qu'il faut commencer à réfléchir dès maintenant pour avoir des ordres d'idées du prix, des impacts environnementaux, négatifs, positifs, pour être prêt collectivement à se positionner si jamais on doit aller sur des solutions ne serait-ce que à ce point-là. En zone littorale, en période de pic saisonnier, de pic touristique, etc. Par exemple. Donc c'est pas du tout des solutions qui pour l'instant sont défendues. Il ne faut pas y aller. C'est pas des choses qu'on défend, mais si jamais on a besoin au vu des chiffres du déficit, il faut qu'on se prépare et avoir des éléments pour que le bassin puisse se positionner. Je vous laisse terminer, Monsieur Ozoc, pardonnez-moi. Voilà, juste une dernière diapo sur une solution entre guillemets de rupture, parce que c'est un sujet sur la Charente. Ceux qui connaissent la Charente en entendent parler depuis une trentaine d'années, mais qui est revenu sur le devant de la scène avec notamment Charente 2050 et la feuille de route, c'est la gestion de la vidange du karst de la Rochefoucauld. Alors le karst de la Rochefoucauld, ça donne naissance à la Touvre, qui constitue les deuxièmes résurgences de France. Donc un débit relativement important. La Touvre a un débit supérieur au débit de la Charente en période d'étiage. Donc c'est vous dire l'importance de la réserve du karst de la Rochefoucauld pour le débit de la Charente, et notamment le débit de la Charente à l'aval, sur le secteur aval, et notamment donc, la Charente-Maritime. L'idée, c'est de réussir à ralentir la vidange de ce karst, puisqu'aujourd'hui la vidange se fait naturellement. L'idée, ce serait de ralentir cette vidange pour qu'on puisse soutenir le débit de la Charente à l'aval du bassin. Alors techniquement, ça se passe comment alors? Techniquement, c'est là le souci. C'est que là, il faut qu'on étudie un peu toutes les solutions. Alors historiquement, l'idée, c'est de faire une diguette au niveau des résurgences pour remonter le fil d'eau. C'est une solution qui avait beaucoup d'opposants, qui est techniquement simple à mettre en œuvre, mais dont on n'est pas sûr de l'impact sur le karst. Pour ceux qui se souviennent, c'est la solution Manon des Sources, ça, pour assécher la fontaine. On construit une petite digue et puis le temps qu'on en a besoin. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Alors, voilà. Donc, depuis 30 ans, il y a eu des expérimentations qui avaient voulu être mises en place, qui n'ont pas pu être mises en place. Là, l'idée, c'est de remettre tout à plat, de dire il y a ce projet de diguette qui existe, mais il y a aussi potentiellement d'autres idées, alors qui techniquement seraient peut-être plus complexes peut-être. Très complexes. L'idée de mettre un ballon au niveau des résurgences pour réduire l'orifice et permettre de mettre le karst en pression est sortie. Un barrage gonflable. Voilà. Mais techniquement, comment on le met en place? C'est très compliqué. Donc l'idée, c'est quand même d'étudier l'ensemble des solutions, de voir celles qui sont facilement, qu'on peut mettre en place facilement, celles qui sont un peu moins faciles à mettre en place, et les impacts des différentes solutions. Mais les orifices, il n'y en a pas qu'un, j'imagine. On a un orifice principal voilà, sur lequel on pourrait travailler. Après, il faut voir les impacts justement sur les autres résurgences. Donc, c'est complexe, mais l'idée, c'est de Charente 2050 et de la feuille de route, c'est de dire on ne peut pas mettre de côté une solution, par exemple. Donc, les premières estimations
nous donnait un ordre de grandeur du stockage, du surstockage qu'on pourrait faire dans le karst de 5 à 7 millions de mètres cubes. Donc en mettant en ratio avec les chiffres du déficit à l'horizon 2050, l'idée c'est qu'on ne peut pas mettre de côté une solution qui nous permettrait de gagner 10% du déficit moyen à l'horizon 2050. Il faut qu'on l'étudie. Peut-être qu'on n'arrivera pas à faire quoi que ce soit sur le karst, mais en tout cas il faut qu'on le regarde. Et pour ce faire, justement, on va se faire appuyer d'un comité scientifique avec des hydrogéologues qui connaissent parfaitement le karst, mais qui connaissent aussi d'autres karsts en France ou dans le monde, pour nous accompagner et voir ce qu'il est techniquement. Votre projet va être scruté. Hein. Je peux vous dire que vos collègues du Jura, etc., tous ces coins-là qui n'attendent que de voir ce que ça va donner, hein, j'imagine. Avec quand même, juste pour finir, l'idée, c'est de mettre en place... de ne pas mettre quelque chose de définitif dans le karst de La Rochefoucauld, puisqu'on ne sait pas forcément les impacts, mais c'est bien de mettre en place un dispositif qui serait réversible pour expérimenter et pour évaluer justement l'impact. Et si conséquences éventuelles. Si jamais on doit l'enlever, qu'on puisse l'enlever en fonction des résultats. Merci beaucoup, Monsieur Ozog. Alors on termine sur l'aspect dans ce bassin, sur la capacité de résilience en quelque sorte des différents réseaux, et on termine avec celui du SMEAG, et ensuite nous retournerons en Loire-Bretagne avec Madame Blancard, mais je vous laisse nous faire part de ce qui se précise au niveau de votre syndicat, Monsieur Leroy. Alors, de la même façon que sur la Charente, la Garonne a aussi une feuille de route avec de multiples projets, de multiples actions, mais là on a décidé avec les organisateurs de mettre l'accent sur simplement que 3 opérations qui sont des particularités du fleuve Garonne. Alors la première particularité, c'est l'importance pour les débits du fleuve Garonne de la présence en montagne des aménagements hydroélectriques. Et sur cette carte, en fait, vous voyez que tous ces petits triangles sont des retenues hydroélectriques. Donc pour gérer les étiages du fleuve, donc les étiages, la période de bas débit du fleuve, et gérer le soutien d'étiage lorsque la sécheresse survient, c'est organiser des réalimentations en eau du fleuve. Donc on utilise des accords entre le syndicat de la Garonne et l'État pour contractualiser donc des stocks d'eau qui se situent dans des réserves d'altitude en Pyrénées essentiellement. Donc c'est des réservoirs qui sont entre 1500 et 2000 mètres d'altitude. Donc qui se remplissent au contraire d'autres retenues de façon assez facile chaque hiver et au printemps. Donc il faut que vous sachiez aussi, là on est à Bordeaux, mais si je regarde à Toulouse, en été, quelquefois le tiers du débit de la Garonne à Toulouse, le tiers, voire 50%, ce n'est pas des débits naturels, c'est des débits qui ont été lâchés, qui proviennent donc de ces réserves hydroélectriques d'altitude. C'est assez important. Donc on a des contrats de coopération avec l'État, qui est le propriétaire de ces ouvrages, et avec EDF, qui est le gestionnaire de ces ouvrages, et il y a 14 retenues en convention. Par contre, un petit bémol, c'est lorsqu'on regarde les grands fleuves français, on a à peu près les mêmes objectifs de débit sur la Loire, la Seine et la Garonne. Mais il faut que vous sachiez que la particularité sur la Garonne, c'est d'avoir... on a 6 fois moins d'eau que sur la Seine, à Paris, et on a 3 fois moins d'eau que sur la Loire, au milieu du bassin de la Loire. Donc on a assez peu de stock. Donc on est obligé, nous, d'intervenir vraiment en faisant ce qu'on appelle de la dentelle. C'est-à-dire qu'on regarde tous les jours les débits et on est positionné le lâcher d'eau pour qu'ils arrivent exactement au bon moment. Donc on a une très forte dépendance finalement des débits du fleuve, de l'usage hydroélectrique. Et il faut savoir que ces usages hydroélectriques, donc il y a finalement entre soutien d'étiage et hydroélectricité, il y a ces deux missions de service public. C'est-à-dire l'État qui est propriétaire demande à EDF de réaliser ces retenues pour faire du courant en hiver, mais demande en même temps au SMEAG et à ses collectivités d'utiliser la même eau pour faire des lâchers d'eau en été. Donc c'est 2 missions de service public qui doivent coexister ensemble autour de cet objectif. Autre aspect très intéressant sur la Garonne, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle des protocoles de solidarité interbassins entre la Garonne, la Gascogne, entre la Garonne, le Lot, entre la Garonne et le Tarn. Parce que c'est assez rare finalement qu'il y ait une concomitance parfaite des sécheresses. Et quelquefois la Garonne est en difficulté, par contre le Lot a plus d'eau, donc on demande au Lot de nous aider, etc.
des protocoles de solidarité interbassin, c'est une bonne chose. Donc le deuxième opération, alors vous sachez quand même, ça coûte à peu près 4 millions d'euros par an. C'est financé à 50% par l'agence de l'eau Adour-Garonne, à 10% par les 6 collectivités riveraines du fleuve, départements et régions, et à 40% par vous. C'est-à-dire que sur les 40%, il y a la moitié par des agriculteurs, la moitié par les industriels, la moitié par 1 million d'habitants. Alors le deuxième projet sur lequel je voulais insister, c'est la recharge des nappes. On l'a vu tout à l'heure que quand la sécheresse est là et qu'il ne pleut pas, 80% du débit du cours d'eau, ça provient des nappes d'accompagnement du fleuve. Alors il y a des années où la pluie recharge bien en hiver ces nappes d'accompagnement. Moi j'ai connu certaines années, au contraire, la recharge était très mauvaise. Certaines années, alors là, le point rouge au milieu, c'est Tonneins, c'est à 150 km en amont, sur la Garonne, Tonneins. J'ai eu certaines années, au printemps, en sortie d'hiver, au printemps, la nappe qui était à 6 mètres de profondeur. Cette année, elle est à 2 mètres de profondeur. Donc c'est ces années où la recharge a été très mauvaise, où la nappe est très loin à l'intérieur des terres, qu'on envisage donc de mettre une fraction du débit de la fonte de crue, de la fonte des neiges dans la Garonne, donc au mois de février, mars, ou plutôt mars, avril, mai, juin, dans cette nappe d'accompagnement du fleuve Garonne. Et pour cela, on a la chance en Garonne d'avoir 2 grands canaux, le canal de Saint-Barthélemy en Haute-Garonne et le canal de Garonne en Tarn-et-Garonne et Lot-et-Garonne. Donc on va utiliser, quand le niveau de la nappe est très bas, on va utiliser finalement l'eau de la fonte des neiges qui va transiter via ces canaux, là c'est le canal de Garonne, et qu'on va lâcher dans des prairies, dans des gravières, dans des fossés, pour remettre cette eau propre de la fonte des neiges et la laisser rentrer tranquillement dans la nappe pour recréer finalement un stock d'eau souterraine naturel. Mmh. Et le gros avantage par rapport au changement climatique, c'est dès qu'on utilise donc ces infrastructures naturelles hydrogéologiques, on crée des stocks. Et là, pour ce projet ramage, donc recharge annuelle et maintien alluvial de la Garonne, c'est à peu près 10 millions de mètres cubes d'eau. Donc dès qu'on met ces 10 millions de mètres cubes d'eau dans le stock souterrain, rapidement, elle se met à une température de 14 ou 15 degrés. Et quand elle revient après naturellement, au bout de 2 semaines, des mois à la Garonne, elle apporte finalement un ballon d'eau fraîche, l'eau froide et plus lourde, donc qui va au fond du fleuve Garonne, qui s'oxygène rapidement. Et là, il y a toutes les communautés animales qui y vont pour retrouver de l'oxygène. Donc ce n'est pas pour le changement climatique, c'est quelque chose d'intéressant. Donc il y a 2 grands projets sur la Garonne. Donc Air Garonne en Haute-Garonne et Ramage en Lot-et-Garonne. Et ces projets donc, sont suivis par une université, l'INP Bordeaux, avec l'ENCEGID, donc, qui est le responsable scientifique du projet, en la personne d'Alain Dupuis, que vous avez dû voir hier. Alors, l'autre opération sur laquelle je voudrais mettre l'accent, alors n'ayez pas peur avec cette diapositive, c'est autre chose. On a la chance, à Toulouse, d'avoir les satellites et la télédétection. Donc les satellites qui tournent autour de la Terre, ils ne regardent pas les frontières entre nos territoires, ils voient la planète Terre. Et donc, on utilise déjà depuis pas mal d'années, grâce avec le concours de la CMG, Association Climatique Moyenne-Garonne, et c'est un projet labellisé par l'Europe, on utilise ce que voient les satellites pour identifier sur ce grand territoire très vaste en couleurs. Vous voyez, il y a toute la Garonne, la Gascogne, le Lot, le Tarn et l'Ariège. Le satellite regarde le sol et repère, entre l'année 2015 et 2023, repère au cours de l'année, au printemps et à l'automne, quels sont les sols qui sont nus, donc sans végétation, avec des pentes fortes, donc des pentes entre 4% ou 11%. 11%, c'est sur 100 mètres, vous descendez de 11 mètres. Et on s'aperçoit finalement, donc par rapport à l'érosion des sols, les civages, on s'aperçoit que c'est toujours à peu près les mêmes parcelles ou les groupements de parcelles qui sont toujours en sol nu, à pente forte, et qui provoquent ces lessivages et cette exportation de matière. Donc ces cartographies sont mises à disposition de l'ensemble des collectivités territoriales, notamment celles qui ont à gérer les milieux aquatiques, à limiter les ruissellements, et ainsi au niveau des chambres d'agriculture. Donc c'est un outil puissant de diagnostic finalement du fonctionnement
de l'occupation des sols de nos territoires. D'identification des points qui méritent une attention particulière sur cet aspect-là. C'est ça, avec un indice d'érosion. Donc, en bas, vous avez une petite carte avec beaucoup d'orange, beaucoup de marron. Donc, c'est des parcelles. Les parcelles orange, donc c'est des risques d'érosion modérés. Et les parcelles qui sont marron foncé, c'est des risques d'érosion forte. Et sincèrement, entre 2015 et 2023, c'est toujours les mêmes parcelles, toujours les mêmes sous-bassins versants qui ont ces problèmes-là. Et donc, on met l'accent dessus pour qu'après que les structures qui doivent gérer plantage de haies, etc., puissent intervenir en priorité. Couverture permanente du sol, etc. Voilà. Et vous voyez que le territoire est très vaste, encore une fois, parce que l'œil du satellite, il ne fait pas gaffe aux frontières. Il regarde tout. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Leroy. Madame Blancard, vous êtes toujours avec nous. Je vous passe maintenant la parole pour ce qui concerne votre bassin, Loire-Bretagne. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes adjointe directrice de la direction de la délégation Poitou-Limousin de l'agence Loire-Bretagne. Je vous laisse nous dire quelques mots également sur la mobilisation de votre agence face à ce changement climatique et aux problématiques de sécheresse qui s'annoncent, les solutions à court et long terme, et puis peut-être à travers quelques exemples si vous le souhaitez. Merci. Donc au niveau de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, les instances se sont très rapidement mobilisées pour mettre en œuvre un plan de résilience dès l'été 2022 par rapport aux conséquences, mais aussi dès la fin d'année pour qu'on puisse voter au mois de mars. Donc là, le 14 mars, on vient de voter un plan de résilience. Donc ce plan de résilience, il est constitué de 2 grands volets. On va avoir un volet opérationnel. En gros, l'idée, c'est dès à présent d'accélérer notre action sur le territoire. Donc, on va réajuster notre programme d'intervention pour aller agir là où c'est particulièrement efficace par rapport aux questions de changement climatique et pour éviter et essayer d'anticiper un été 2023 qui ressemblerait à l'été 2022. Donc ça, c'était essentiel. Mais en même temps, on a aussi un volet stratégique qui nous permet finalement d'améliorer la connaissance, de capitaliser des retours d'expérience qui s'articulent pleinement avec notre volet opérationnel pour pouvoir faire en sorte finalement que l'on puisse après renforcer les actions qui sont efficaces. Donc on a vraiment ce souhait d'avoir à la fois une vision de moyen long terme, mais également d'agir dès à présent. Donc ce plan de résilience, il est basé sur déjà le retour d'expérience d'un précédent plan, donc celui qu'on avait mis en place à l'été 2022. Effectivement, par rapport aux conséquences, les instances et l'agence s'étaient rapidement mobilisées pour pouvoir proposer des solutions sur le court terme. Ce plan de résilience est également tient compte de la contribution du comité de bassin Loire-Bretagne au volet eau du gouvernement. Comme vous le savez, l'année dernière, il y a une large contribution des agences de l'eau et des comités de bassin à un volet eau du gouvernement pour pouvoir mettre en place une série d'actions. Donc, du côté de Loire-Bretagne, il y avait à peu près 70 actions qui avaient été identifiées, des actions à la fois de court terme et de moyen terme. Donc, le plan de résilience qui vient d'être voté tient compte de ces actions de court terme. Et également d'une source financière supplémentaire, puisqu'on a eu la possibilité d'avoir un relèvement de notre plafond. Donc, on a la possibilité de dépenser plus sur des actions très efficaces pour le changement climatique. On a également des fonds complémentaires pour accompagner les collectivités qui ont eu des difficultés par rapport aux questions d'alimentation en eau potable. Et on s'articule avec d'autres plans nationaux tels que le Fonds vert. Donc, dans le volet stratégique, et je reviendrai plus dans le volet opérationnel, puisque ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir ce que l'on fait maintenant. Dans notre volet stratégique, on a effectivement, comme l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, un plan d'adaptation au changement climatique qui avait été adopté en 2018 et qui va être réactualisé. L'idée, c'est vraiment de tenir compte de l'ensemble des éléments de connaissance nouveaux depuis sa rédaction, puisqu'on a bien vu que les derniers étés ont été source de retours d'expérience nombreux sur la manière dont notre territoire s'adapte à la question du changement climatique. Ce volet stratégique tient compte aussi des apports du SDAGE, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027, donc qui a été adopté récemment et dans lequel les 3/4 du contenu a été rédigé pour tenir compte de cette question du changement climatique. Et ça tient compte, bien entendu, de notre programme d'intervention, à savoir de ce que l'on finance aujourd'hui. Et donc, le volet opérationnel, donc c'est dans la slide qui suit, juste après.
Vous avez effectivement, pour simplifier, on a 4 grands enjeux, mais alors on retrouve pleinement ce qui a été dit lors des interventions précédentes. Hein. On est vraiment sur la même dynamique d'action par rapport à cette question du changement climatique. On a un bloc que je dirais prioritaire et essentiel, hein, c'est la résilience des milieux. Il faut impérativement aujourd'hui que les écosystèmes retrouvent un fonctionnement et un développement qui soit normal. Donc on va avoir un gros bloc de notre action qui va être porté sur cette résilience des milieux. Et ça passe évidemment par la restauration et puis la création de zones humides qui sont des véritables éponges. On a vraiment besoin que l'eau s'infiltre là où elle tombe et qu'on retienne cette eau. On a un deuxième bloc, je dirais, qui est tout aussi prioritaire. Hein. C'est difficile de prioriser dans ces actions, mais c'est bien entendu la sobriété des usages. C'est impératif qu'il y ait une réduction de nos consommations en eau, que ce soit pour tout type d'usage, que ce soit industriel, agriculteur, collectivité, mais que ce soit aussi au niveau des particuliers. Ça, c'est un bloc qui est essentiel. On a un bloc qui porte sur le partage de la ressource. Je l'ai entendu aussi beaucoup exprimé dans les interventions précédentes, mais bien entendu, pour pouvoir agir par rapport aux questions du changement climatique, c'est bien d'être en capacité de gérer l'eau qui est déjà disponible. Donc, on a vraiment besoin de s'organiser. Il y a vraiment besoin d'avoir des dialogues entre les différents acteurs. Et pour pouvoir s'organiser, avant même cette organisation, il faut aussi améliorer notre connaissance. Donc, on a beaucoup d'actions qui portent sur l'amélioration de la connaissance et le partage de la ressource. Et puis, on a un dernier bloc qui est devenu très prégnant, notamment par rapport au retour d'expérience de l'été 2022. Eh bien, c'est des enjeux en termes de sécurisation de l'alimentation en eau potable pour ne pas revivre l'été qu'on a vécu l'année dernière. Donc, il y a vraiment un besoin d'accompagner les collectivités. Donc, ce sont les 4 grands blocs sur lesquels, dès à présent, on a mobilisé un certain nombre, une enveloppe financière. On va augmenter nos taux, on lance des appels à projets. Donc, tout ceci a été voté le 14 mars et dès le 1er avril, on aura la possibilité de déployer pleinement ce plan sur le territoire. Donc, si j'en viens à préciser avec quelques exemples, par exemple sur la résilience des milieux, il y a bien 2 niveaux, 2 échelles pour lier effectivement avec les présentations qui suivront dans la journée. On a bien 2 échelles. À la fois, il faut agir à l'échelle du bassin versant, comme je vous disais, il faut impérativement que l'écosystème retrouve un petit peu son développement naturel. Il faut faire en sorte que l'ensemble des sols soit couvert de végétation. Il faut protéger, recréer nos zones humides. Et il faut aussi agir au niveau des collectivités. Vraiment, cette gestion intégrée des eaux pluviales, c'est un des enjeux qui est essentiel. Ça fait partie notamment de ces solutions fondées sur la nature qui, avec quelques actions bien ciblées, permettent vraiment de faire en sorte qu'on ait un territoire plus résilient. Un exemple pour ce qui est de la sobriété des usages, notre action phare, celle qui fonctionne très bien, c'est bien entendu d'améliorer la connaissance du patrimoine. Donc le fait d'intervenir par exemple en posant des détecteurs de fuite, ça a fait ses preuves. On a beaucoup de collectivités qui ont fortement réduit leur perte de rendement sur les réseaux et qui ont réalisé des économies d'eau importantes. Et c'est vraiment ce sujet qui reste important à déployer sur le bassin, puisqu'on a encore des territoires où on a des rendements faibles et qu'il faut impérativement améliorer. Madame Blanca, pardonnez-moi, oui. juste à ce propos, une question. Hier, nous avions un élu lors d'une table ronde qui était président d'un syndicat qui parlait justement du coût de ces équipements de détection et qui disait que c'était encore un budget important pour certains opérateurs. Il y a donc un accompagnement des agences là-dessus pour juste fixer un peu les idées. Ça peut intéresser un certain nombre d'opérateurs. La réduction des fuites. Oui, tout à fait. On a vraiment focalisé notre intervention sur ce sujet, et notamment en tenant compte du retour d'expérience de l'été dernier. On a d'une part une enveloppe de l'État qui a été apportée aux agences de l'eau pour pouvoir financer ce type d'action. Et dans le cadre de notre plan, on développe aussi des accords de résilience avec des collectivités pour pouvoir les appuyer dans la maîtrise d'ouvrage et pour pouvoir financer ce type d'action. Donc effectivement, on a cette capacité à intervenir sur ces sujets, d'autant que on a des très bons retours d'expérience d'agglomération et de collectivités qui se sont complètement équipées et qui ont vu vraiment des économies d'eau importantes sur leur territoire. Très bien, merci. Excusez-moi de vous avoir interrompu. C'est juste pour vous permettre de donner quelques précisions par rapport à d'autres
des sujets qui ont été évoqués dans d'autres tables rondes. Je vous laisse terminer, hein, pardonnez-moi sans vous mettre trop la pression, mais il nous reste peu de temps pour prendre quelques questions éventuellement de la salle. Donc c'est vous qui aurez le mot de la fin sur cette partie, hein. Je vous laisse terminer. Bien, écoutez, je vais juste terminer par la question du partage de la ressource, hein, ce troisième bloc, hein, qui apparaît sur la diapo. Effectivement, il y a vraiment aussi un enjeu, hein, continu et perpétuel d'amélioration de la connaissance, hein. On voit bien que ça s'accélère sur notre territoire, donc on ne peut pas réfléchir avec des éléments constants. Donc il faut impérativement s'adapter, améliorer la connaissance, s'organiser, assurer le dialogue territorial. Et donc sur le bassin Loire-Bretagne, on finance énormément d'études, hein, pour améliorer la connaissance, notamment bien identifier quels sont l'ensemble des usages de la ressource en eau sur un territoire, identifier quels sont les volumes que l'on peut prélever en tenant compte du changement climatique et en faisant en sorte que ça n'ait pas d'impact ou un impact moindre sur le milieu. Donc il y a énormément de travail, hein, sur cette partage de la ressource, à la fois de nous permettre le dialogue, mais également d'améliorer la connaissance. Et je vais m'en arrêter là pour laisser place aux questions. Merci de votre compréhension. Merci, Madame Blancard, pour cette présentation. Donc, je me tourne vers vous sans autre transition parce qu'il nous reste effectivement peu de temps. Je vous donne la priorité avant d'éventuellement poser d'autres questions pour ma part aux intervenants, mais je vous laisse les interpeller directement si vous le souhaitez. Y a-t-il des questions? Madame, merci pour cette première question. Je vous laisse juste vous présenter pour que nous puissions vous situer et je vous laisse nous faire part de votre question en nous précisant peut-être à qui elle s'adresse. Moi, elle s'adresse à tout le monde, ma question. Ouais. Moi, j'aimerais savoir que vous nous rappeliez les chiffres en fait, de l'eau potable disponible sans avoir justement à mettre de l'argent pour qu'elle le soit. Et par ailleurs, ma question, c'est de savoir s'il y a des réflexions sur, par exemple, l'usage d'eau potable dans l'agriculture ou dans nos toilettes, pour savoir si, justement, on va changer un peu ces pratiques et faire d'autres réseaux. Voilà. Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Madame Brousset ? Oui, alors je ne sais pas, par rapport à votre question sur les doubles réseaux dans les toilettes notamment, je pense qu'il y aura une Alors attendez, reprenez le micro, madame. Et puis je vous proposais de vous présenter pour savoir effectivement. Oui, non, mais moi, si situer. vous voulez, je veux bien me présenter, mais c'est pas très important tout ça. Je suis éco-citoyenne, voilà. Très bien. Avant oui. tout, je suis là en mais tant qu'être humain éco-citoyen. Mais c'est important. Donc, ce que je veux juste dire, c'est, je pense qu'il y a que 4% d'eau potable à l'échelle du monde, sans avoir justement à le faire devenir eau potable. Donc ça, c'est une vraie question. Plus toutes les guerres qui peuvent découler de cela. S'il n'y a plus d'eau pour les êtres humains. Et je ne comprends pas l'utilisation qui est faite dans l'industrie, comme par exemple les groupes industriels ou agriculteurs. Voilà, on a vu les problèmes avec les bassines, etc. Donc je ne comprends pas qu'on utilise encore de l'eau potable dans l'agriculture et encore moins dans mes toilettes, par exemple, en tant qu'usagère. Merci. Je vous inviterai d'ailleurs à rester avec nous, si vous voulez, pour la prochaine conférence qui est consacrée à la réutilisation des eaux usées traitées, justement. Je vous en prie. Sur l'agriculture, il me semble qu'il y a très très peu d'eau potable utilisée en agriculture. L'irrigation, elle se fait à partir d'eau brute, à partir d'eau qu'on prélève dans le milieu et qu'on ne traite pas. Et c'est la très très grande majorité des volumes utilisés en agriculture. Il me semble en effet qu'il peut arriver que certaines pratiques, en particulier l'élevage, puissent conduire à ce qu'on abreuve du bétail avec des réseaux d'eau potable. Oui, mais là, on n'est pas en Australie. Non. Oui. Oui, mais là, on est en Nouvelle-Aquitaine. On va essayer de se concentrer sur la Nouvelle-Aquitaine, si vous le voulez bien. Mais Monsieur Leroy, vous avez une réponse là-dessus ? Oui, j'ai un petit exemple. C'est vrai, il y a quelques années, donc maintenant il y a 15 ans, si vous prenez l'agglomération toulousaine, on nettoyait les chaussées et les trottoirs avec de l'eau potable, mais il y a 15 ans. Et là, depuis maintenant longtemps, finalement, on nettoie les trottoirs et les chaussées à Toulouse avec de l'eau brute, en fait, de l'eau qui n'est absolument pas l'eau potable. Après, l'autre exemple, c'est sur les débits de la Garonne, toute la Garonne. Vous savez que la consommation d'eau potable en débit dans la Garonne, c'est 1,5 mètres cubes par seconde. 1,5 mètres cubes par seconde. Alors que le déficit naturel, le manque d'eau, tout à fait à l'aval de la Garonne, dû aux glaciers qui ne sont plus là, à la pluie, etc., l'absence de neige quelquefois, le manque d'eau, lui, c'est 35 mètres cubes par seconde. Donc
même si on... Alors, il faut faire beaucoup d'économies en eau potable, hein, beaucoup. Hein. Mais même si on économise 50% de l'eau potable que l'on consomme, ça ne pourrait rajouter que 800 litres par seconde dans le fleuve. Donc, alors qu'il en manque 35 000. 35 mètres cubes par seconde. Oui, c'est ça. Donc le manque d'eau, il est à la fois quelquefois anthropique, donc une raison humaine, mais aussi quelquefois il y a une raison aussi entre guillemets naturelle. Hein. Donc il faut bien garder quand même à l'esprit ces choses. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas économiser d'eau, pas du tout. Hein, bien sûr, oui, vous avez parlé de la sobriété nécessaire. Moi, je parlais juste de ce que je connais, de la spéculation mondiale sur l'eau. Comme je disais par rapport à l'Australie, mais je peux vous donner d'autres exemples. Oui. Et c'est quelque chose, on est dans ce flux-là financier mondial sur l'eau. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète énormément. Et aussi, quand on a vu nos problèmes avec les grands feux, pour les éteindre, on a besoin d'eau aussi. On entend bien votre préoccupation, effectivement, mais là, comme nous le proposait Monsieur Leroy, l'idée est de faire l'inventaire objectif et factuel de l'eau disponible par rapport aux usages. Et effectivement, le problème est plutôt sur le déficit et le manque d'eau disponible à un instant T, plutôt que sa répartition et son bon usage. On est d'accord. Merci beaucoup pour cette question. Y a-t-il d'autres questions de la salle? Madame, je vous en prie. Je vous laisse vous présenter également pour qu'on puisse vous situer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Oui, bonjour à tous, Julie Roussari du département de la Gironde. Je suis en charge de la mission Aménageo qui vise à renforcer le lien entre les acteurs de l'eau et de l'urbanisme. Voilà, et renforcer la prise en compte des enjeux liés à l'eau dans l'aménagement du territoire. Et du coup, ma question, elle est adressée à Monsieur Ozog. Donc j'ai vu un petit peu là les grands axes et les priorités pour votre plan d'adaptation au changement climatique. Et donc je suis particulièrement intéressée par l'axe 2 qui concerne l'aménagement du territoire. Je voulais savoir plus précisément quelles mesures étaient envisagées dans cet axe, avec quels acteurs et quels outils. Pour répondre à votre question, nous aussi on est intéressés par vos missions parce que c'est justement le plan d'adaptation a été aussi construit parce qu'on a vu ce que vous aviez fait. Et sur l'axe 2 du plan d'adaptation, l'idée c'est vraiment de mettre l'eau au cœur des services d'urbanisme. On a Audi7 qui est présent sur le salon aujourd'hui, qui travaille en ce sens aussi de mener une étude prospective pour savoir justement éventuellement limiter le développement urbain à l'accès à la ressource. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément les moyens de dire non à un SCOT, à du développement. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui de pouvoir voir si à l'horizon 2050, ce territoire-là peut se développer et aura accès à l'eau. Donc le but, c'est de travailler avec les fournisseurs d'eau potable et avec les services d'urbanisme des différentes collectivités pour que l'eau soit beaucoup plus prise en compte dans tous ces services. Et que les élus soient sensibilisés, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup en silo. Les élus hauts sont sensibilisés, mais un élu haut dans une collective, c'est un élu. Et donc, il faut que les autres élus aient conscience aussi que l'accès à l'eau, c'est pas illimité, c'est pas facile. Mmh. Merci beaucoup. Le temps qu'on prenne une autre question, je m'adresse à la régie pour vous demander éventuellement de revenir sur la deuxième partie de la présentation de Monsieur l'huissier, parce que je crois que vous aviez une diapo éventuellement à commenter selon le temps qui nous restait. Le temps qu'on trouve la diapo, on va peut-être prendre une question. Donc c'est la dernière diapo de votre deuxième partie, hein, c'est ça. Voilà, on va essayer de la retrouver et de l'afficher. En attendant, y a-t-il d'autres questions ou demandes d'intervention? Madame, on vous repasse le micro. Et puis, alors on va donner la parole à monsieur d'abord, si vous voulez bien, parce que monsieur avait levé la main, et on vous passe la parole ensuite. Bonjour. Monsieur, je vous en prie. Oui, on vous entend. Oui, Michel Robert, donc je suis président de l'association du maintien de l'activité forestière dans le Médoc. Mm-hmm. Voilà. Donc j'ai écouté tous ces plans de résilience, effectivement. Alors, première question, je me demandais s'il y avait un danger pour la forêt des Landes, quand même, qui est une très grande forêt. La première en Europe, je crois. Donc, par rapport à tout ça, donc, j'ai vu qu'il y avait des retenues d'eau, enfin, tout un tas de systèmes, mais on ne parle pas beaucoup de forêt. Donc, je voulais savoir si la forêt des Landes était en danger. Il y a un projet aussi dans le Médoc qui consiste à faire des forages dans l'Oligocène qui risque de faire baisser... de l'Oligocène, qui risque de faire baisser le niveau de la nappe plio-quaternaire et risque de mettre en danger la forêt dans le parc naturel du Médoc, d'ailleurs. Voilà, je voulais savoir quelle était
les avis des personnes. Oui. Merci pour votre question, monsieur. Concernant un plan sur la forêt, peut-être. Oui. Très bien, merci. Question tout à fait pertinente. Juste pour la défense de nos intervenants, j'ai quand même entendu plusieurs fois le nom la préoccupation sylvicole, en parallèle de la préoccupation agricole, mais on a parlé aussi des arbres en général. Oui, tout à fait. Dans les différentes feuilles de route qui ont été faites à l'échelle des différents bassins, il y a cette notion de filière sylvicole qui est bien ressortie. Alors je pense en particulier à la feuille de route sur la Dordogne. Mais voilà, ce sont des espèces qui sont très très importantes pour les territoires d'une manière générale et puis aussi pour la gestion de l'eau en particulier. Donc voilà, ça ce sont effectivement des territoires qui sont tout à fait étudiés et pris en compte dans les études qui sont conduites sur les bassins. Y compris sur le volet prévention incendie, par exemple, qui inquiète, j'imagine, un certain nombre de sylviculteurs. Alors, en particulier sur les territoires qui sont sujets aux incendies, effectivement, c'est une notion qui n'était pas forcément trop intégrée dans les discussions qu'on avait jusqu'alors. Mais qui commence à entrer dans les réflexions, tout à fait, suite notamment aux épisodes de 2022. Merci beaucoup. Madame, on termine avec vous, juste avant d'entendre de voir les commentaires de la diaporama pour Monsieur l'huissier. C'était une petite question, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. En fait, j'ai vu qu'il y avait des bassins de l'autre côté du pont de Pierre, en face du jardin botanique, des espèces de bassins de rétention d'eau de pluie, et je n'ai pas très très bien compris comment ça fonctionnait. Du côté du jardin botanique oui, c'est-à-dire du côté Darwin. Oui, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais du coup, j'ai pas eu d'explication. D'accord, je ne sais pas si quelqu'un connaît connaît ce Il y a des bassins de rétention d'eau de pluie. J'ai regardé parce que je voyais qu'il y avait des barrières autour. J'ai juste vu ça, mais je ne sais pas parce que ça a l'air d'être une bonne idée. Alors, ce que je vous propose, je crois savoir que la Bordeaux Métropole est exposant. Ils ont un stand sur Cyclo que vous pourrez retrouver. Et il y a des représentants de Bordeaux Métropole qui sont des experts de l'eau et qui sont intervenus notamment dans les tables rondes d'hier, qui pourront certainement répondre à votre question. Voilà. Ils sont présents sur le salon, en tout cas. Voilà. J'espère avoir répondu au moins partiellement à cette question. Alors, monsieur l'huissier, je vous laisse revenir sur la diapo qui vous concerne. Oui, en fait, c'est tout à fait pour illustrer ce sujet qu'il est nécessaire maintenant qu'on pense encore plus système que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et moi, je suis assez confiant parce qu'en France, on a quand même des outils qui nous permettent d'associer l'ensemble des acteurs d'un territoire sur cette problématique de la gestion de l'eau. Romain l'a illustré, Bernard l'a illustré, les deux agences l'ont illustré. Donc aujourd'hui, on a une prise de conscience qu'on ne peut plus raisonner filière par filière. Ça ne veut pas dire que tout fonctionne parfaitement, il y a encore des cloisonnements, tu l'as dit. Mais à chaque acteur aujourd'hui prend conscience qu'il faut raisonner système. Et raisonner système pour nous, par exemple, ça veut dire que on va s'intéresser à l'agroécologie. C'est-à-dire que puisqu'on a des acteurs qui sont dans notre système qui prélèvent de l'eau, il faut qu'on s'intéresse à la façon dont eux aussi vont évoluer pour faire face à ces problématiques de changement climatique. Donc on travaille, on a une ferme expérimentale, on essaie de faire en sorte que les agriculteurs qui sont sur nos systèmes évoluent vers des systèmes agricoles qui vont permettre de faire cette fameuse rétention d'eau, ce fameux ralentissement des écoulements à travers des pratiques agricoles évoluées. On va travailler aussi sur l'optimisation de ce qu'on a déjà comme patrimoine pour essayer avec les technologies, je ne sais plus qui l'a dit, c'est un des volets qui est utile aussi dans le système, et bien de gérer beaucoup mieux, beaucoup plus finement les flux hydriques sur le territoire. Et puis, on a envie aussi de travailler sur cette vision de l'aménagement des bassins versants et de se dire comment on fait pour finalement stocker l'eau. Alors stocker l'eau, parfois c'est un gros mot, mais stocker l'eau, ça veut dire qu'on peut mettre ça dans des lacs, comme on l'a fait depuis des millénaires, mais on peut aussi mettre ça dans les sols. Bernard a expliqué ses expérimentations sur stockage souterrain naturel sur les nappes. On parle des sols agricoles, on parle des zones humides. Et bien c'est tout ça maintenant qu'il faut réfléchir tous ensemble sur les bassins versants. Comment on fait pour faire un mix de solutions et encore une fois de façon pragmatique, une solution qui va fonctionner à tel endroit, elle sera moins efficace pas forcément transposable ailleurs. Et voilà, et c'est ça l'enjeu, je pense, penser système tous ensemble, réussir à se concerter. Et je crois que en France, on a des atouts. Et je suis pas très certain qu'on aille vers de la spéculation sur l'eau en France parce que l'eau c'est un bien qui reste un bien commun, qui circule pas très loin. Et donc on est obligé de penser local. Avec cette ressource-là et bon voilà des marchés de l'eau qui s'échangeraient à l'échelle internationale, je pense qu'on n'est pas tout à fait là encore dans notre pays. Et pas encore tout à fait dans ce circuit. Bon, voilà. Merci beaucoup, Madame Blancard. Je vais
vous proposer le vrai mot de la fin, parce que si cela pouvait me faire pardonner de vous avoir oublié tout à l'heure, je vais vous laisser vraiment encore 2 minutes peut-être sur ce point. Parmi le catalogue que vous nous avez présenté tout à l'heure, et chacun d'entre vous a bien expliqué qu'il y a un mix de solutions. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution transposable partout sur un territoire donné. On a même bien compris qu'au sein de vos propres bassins, il y a des conditions géopédologiques très différentes d'un endroit à l'autre qui font que le traitement ou l'ordonnance ne sera pas la même selon les situations. Je voulais juste vous demander, Madame Blancard, justement, parmi le catalogue que vous nous avez présenté, qui est très exhaustif, pour les élus, les acteurs de l'eau, les porteurs de projets qui nous écoutent, quelles seraient vos recommandations en termes de priorité? Je dirais, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Est-ce que c'est par, dans les différentes colonnes que vous nous avez montrées, est-ce qu'il y a un tiercé des solutions prioritaires, si je puis dire? Alors, la sobriété de l'eau. Je pense qu'on est tous d'accord, hein, la sobriété de tous les usages et pour tous, c'est-à-dire que c'est à la fois les collectivités, agriculteurs, industriels, mais aussi les particuliers. Je pense que c'est vraiment des solutions sans regret d'aller vers la sobriété de l'eau. Pour enfoncer une porte ouverte, ça a déjà été dit hier dans d'autres tables rondes, l'eau la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est comme pour l'énergie, ça fonctionne aussi. Et si je fais un tiercé, donc en deuxième, évidemment, les solutions fondées sur la nature, et ça a été exprimé dans chacune des interventions, hein, c'est vraiment travailler sur la résilience des milieux, travailler sur les zones humides, faire en sorte que l'eau s'infiltre là où elle tombe, travailler au sein des villes. Donc c'est vraiment la deuxième solution que je mettrai en deuxième. Et puis en troisième, le dialogue. Là aussi, ça a été dit partout dans chaque intervention, on a énormément développé d'outils pour permettre ce dialogue et donc il faut s'en servir. Voilà. Merci beaucoup. Et dialogue multilatéral, hein, on l'a compris, parce que ça demande effectivement l'implication de très nombreux acteurs aujourd'hui. On ne peut plus faire l'économie de travailler chacun dans son coin. Et vous l'avez en tout cas très bien démontré à travers vos propres expériences. Merci beaucoup, Madame Blancard. Merci à nos 4 invités ici présents également. Merci à vous pour votre présence et pour vos contributions à travers vos questions. Et je vous propose de remercier nos intervenants par quelques applaudissements avant de nous retrouver à 11h30. Pour une autre table ronde, juste une petite page de promotion ou de publicité intra-cyclo. Je vous rappelle qu'à partir de 11h, dans les ateliers qui sont situés à l'espace Adour, vous retrouverez ça sur le plan, vous avez la thématique « Comment répondre aux enjeux réglementaires en optimisant le réseau d'assainissement ». Retour d'expérience étude hydraulique et un atelier sur une étude hydraulique et un atelier proposé par Bordeaux Métropole, justement. À 14h, un atelier proposé par l'AITF sur la gestion des eaux de pluie et la désimperméabilisation. Voilà des sujets récurrents qu'on retrouve tout au long de Cyclo. Et puis je vous rappelle l'existence de nos villages, les villages de Cyclo, le village des partenaires, des collectivités territoriales et régionales, une nouveauté cette année, comme pour le village de la maîtrise d'œuvre et le village de la coopération internationale. Vous retrouverez également le village des syndicats et le village de l'innovation, qui est scindé en 2 espaces que je vous laisse découvrir au gré de vos visites. Voilà, merci et à tout à l'heure pour la prochaine table ronde des conférences consacrées à la réutilisation des eaux usées traitées. Donc une solution de plus en plus en vogue, si je puis dire. C'est ce que essaieront de nous prouver nos invités tout à l'heure, que je vous présenterai à partir de 11h30. 3, 2, 1.